Bien, bonjour. Alors, je ne pensais pas intervenir en premier. C'était pas ce qui était dans la loi des interventions. Non, mais voilà, juste une petite présentation. Actuellement, je travaille à l'Institut Curie je suis surtout je suis à l'écoute des soignants, qu'il s'agisse donc de l'Institut Curie, mais aussi pour différentes équipes mobiles de soins palliatifs aussi au domicile. Et donc, ma préoccupation, c'est toujours la même, c'est comment font les soignants, et ça a été dit tout à l'heure, pour accompagner un patient et lui faire accepter aussi, et à l'Institut Curie c'est souvent le cas, admettre l'inacceptable, la mort à venir. Alors, il est vrai que pour se sortir de cette extrême difficulté, la tentation est grande d'avoir recours à des règles et à une législation. Mais je pense que ça peut aussi constituer parfois un étayage, mais aussi un empêchement pour le soignant, parfois aussi pour le malade et aussi pour le proche. Parce qu'on a toujours affaire à une affaire donc de sujet, d'un sujet malade, d'un sujet proche et d'un sujet soignant. Et puis, je voudrais aussi, puisque Emmanuel a eu la gentillesse de rappeler qu'il y a 30 ans, on avait fait nos débuts ensemble, eh bien, je voudrais rappeler qu'il y a 30 ans, on cachait la vérité aux malades, c'était la règle, et la règle aussi, c'était d'informer la famille. Il y a 30 ans, dans certains services, pour ne pas dire de nombreux services, on accélérait la fin de vie sans parler ni aux malades, ni aux familles, qui d'ailleurs ne demandaient rien. Et je voudrais juste reprendre une petite histoire qui m'a beaucoup marquée. J'avais été appelée, c'était il y a environ 25 ans, c'était au tout début de la création de l'équipe mobile de soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu. Avant, je travaillais en hémato-cancérologie dans le service du professeur Zitoun. Donc, je suis appelée auprès d'une patiente qui avait l'âge que j'ai aujourd'hui et qui, sans que rien ne lui soit vraiment énoncé, elle savait qu'elle allait mourir. Elle était en phase terminale de son cancer et elle m'a confié un jeudi où je suis allée la voir. J'aimerais vraiment rentrer chez moi ce week-end. Vous comprenez, on ne sait jamais. J'aimerais ranger mes affaires. Je ne voudrais pas que mon fils farfouille dans mes petites culottes. De cela, à l'époque, j'avais parlé à son médecin qui m'avait écouté, mais sans vraiment m'entendre. Mes paroles ne semblaient pas l'intéresser. Ce n'était pas du tout ce qui était envisagé pour cette patiente. Quand je suis revenue pour lui rendre visite le lundi, un cocktail lithique lui avait été prescrit et administré. C'était il y a 25 ans. C'était un autre temps pour moi. Ce temps où régnait le silence, la décision individuelle, l'abandon, voire l'administration de la mort. Ce temps aussi encore à l'époque de résistance, voire de rejet, de toute collaboration avec des équipes mobiles de soins palliatifs. C'était il y a 25 ans. Et vraiment, je suis d'accord, il y a eu beaucoup quand même de chemin parcouru depuis. Avec le mouvement des soins palliatifs, bien sûr, avec la loi Leonetti, par la suite. Depuis, il y a eu un devoir de vérité aux malades. On ne doit plus informer la famille sans l'accord du malade. Le malade peut exiger son dossier médical. Il peut demander l'arrêt des traitements. Il peut demander une sédation, peut-être bientôt une sédation terminale. Il doit et il peut désigner une personne de confiance et il peut même signer des directives anticipées. Depuis, il est quand même recommandé un travail de réflexion, de collégialité, d'écoute et de mise en commun des difficultés rencontrées. Mais pour autant, malheureusement, la parole ne se prescrit pas. Le soin et l'accompagnement, dans toute sa dimension médicale et humaine, ne se décrètent pas si facilement.
Et annoncer une mauvaise nouvelle ne va pas de soi non plus. Parfois, je me dis qu'on a été un petit peu optimiste avec les directives anticipées. Je ne pense pas que les soignants en particulier ne connaissent pas cette loi. Et je pense aussi que si elle n'est pas appliquée, c'est que ça ne doit pas être si facile de l'appliquer, parce que ce n'est pas toujours facile de dire les choses. Parce que la communication, elle ne peut pas se résumer à une explication. Et j'ai envie de reprendre là les propos que j'ai retirés dans tes papiers, Emmanuel, du professeur Vincent Méninger. Comment bien expliquer, éclairer, lorsqu'il faut expliquer à quelqu'un ce qu'est la vie sous trachéotomie? Les explications peuvent être bonnes ou mauvaises. Après des années de pratique, dit-il, je ne sais toujours pas. Et effectivement, cela ne se situe pas du côté du savoir, mais d'une rencontre à créer. Et comme toute rencontre, elle peut se rater, cette rencontre. La parole, elle est complexe. On ne la maîtrise pas. Les mots et les gestes nous échappent bien souvent. On en dit trop, on n'en dit pas assez. Et puis on peut aussi, oserais-je le dire, tuer psychiquement quelqu'un, une personne qui n'est pas encore en mesure d'entendre certaines choses. On peut aussi la tuer psychiquement lorsqu'on lui dit qu'il n'y a plus de traitement spécifique et qu'elle relève de soins palliatifs, ou que maintenant elle doit être transférée dans une unité bien plus adaptée à ses besoins. Même si elle est plus adaptée à ses besoins, il n'en est peut-être pas là psychiquement. Alors, évidemment, on connaît tous ce sondage qui souligne que 86% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Alors moi, je m'interroge, je me dis quand même, on a fait un sacré chemin, on a travaillé, on a réfléchi. Alors comment comprendre cela? Mais qu'est-ce qu'on a raté? Que faire avec cela? Alors certes, on peut dire que c'est une position de bien portant, on l'a dit tout à l'heure. En effet, c'est pas parce qu'on sait qu'on va mourir que pour autant on ne peut pas imaginer le pire. On n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie de devenir grabataire ni perdre son autonomie. Personne ne peut s'imaginer un jour condamné par la médecine et subir de vivre un temps considéré comme un temps de non-sens. Alors comment répondre à toutes ces situations? Alors il est vrai qu'après tout ce que j'ai entendu, j'avoue que mes mots sont bien faibles. Mais oserais-je quand même avancer? Que pour moi, c'est ce que vous avez tous dit, c'est accueillir cette angoisse, voir cet effroi, et avec toute notre humanité, toute votre humanité, parce que je sais ici dans cette salle combien il y a de soignants qui œuvrent pour cela, mais aussi avec nos limites. Mais nos institutions médicales aujourd'hui répondent quand même bien à tout cela, car quand même, le contraste est étonnant. Contraste, il y a 86% des Français qui sont favorables à une loi, et pourtant, à l'Institut Curie, quand même, qui traite des patients atteints de maladies extrêmement graves, il y a très peu de réelles demandes de mort. Alors, comment comprendre un tel décalage? Eh bien, je ne pense pas que la réponse viendra de la loi ou d'une autre loi, mais toujours de la clinique. Comment on soigne, comment on parle, et comment on écoute les patients et comment on écoute les familles. Car ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien en dehors de ce que nous dit l'autre. À nous de savoir écouter et entendre le propre cheminement psychique de ce dernier. Et j'avais relevé, je ne voulais pas le dire, je me disais, mais on a parlé de psychanalyse, alors je vais oser dire qu'à un moment donné, je me suis dit que au fond, les soins palliatifs et la psychanalyse, c'était des pratiques assez liées, au fond. Et qu'il nous fallait à chaque fois réinventer cette pratique en soins palliatifs. Et alors, je voudrais citer pour cela Jacques Lacan. Et il nous dit, tel que maintenant j'en arrive à le penser, ceci c'est pour faire rappel à la formation, qui n'est pas si simple en soins palliatifs. Donc, il dit, tel que maintenant j'en arrive à le penser, la psychanalyse est intransmissible. C'est bien ennuyeux. C'est bien ennuyeux que chaque analyste soit forcé
puisqu'il faut bien qu'il soit forcé de réinventer la psychanalyse. Voilà. Alors, donc, puisqu'on parle un peu de psychanalyse, c'est vrai qu'il y a aussi l'ambivalence des malades, parce que les malades et les familles, ce qu'elles nous révèlent tout le temps, ce sont quand même des ressources tout à fait insoupçonnables et que nous possédons tous. À savoir être apte à faire cohabiter en nous deux forces, à la fois, même pour les malades, nous l'apprennent en phase terminale, un désir de mourir qui réclame la mort, et le jour d'après, un désir incroyable de vouloir encore se battre et encore. On parle souvent d'acharnement thérapeutique ou de traitement déraisonnable. Bien souvent, les traitements déraisonnables, ce n'est pas tellement du côté des médecins qu'ils se situent. Donc ça aussi, il ne faut pas non plus l'oublier. Alors je pense que la clé pour les soignants, c'est de toujours subjectiver chaque histoire. Votre histoire m'a beaucoup touchée, vraiment. Et non de tenter en vain d'objectiver la prise en charge d'un patient entouré des siens. C'est en réintroduisant toujours la personne dans son histoire que l'on parviendra à la fois à analyser ce qui se passe pour lui et donc à l'aider au mieux. Aucune loi, aucun protocole ne saurait répondre identiquement à chaque cas pour toujours singulier, à chaque situation. C'est à propos de chaque patient et donc de chaque histoire qu'il faut réapprendre à se servir de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris, sans imposer notre point de vue, à savoir ce que nous pensons être le bien pour lui, mais qui n'est peut-être pas le mieux pour lui. C'est en effet la primauté de la parole, celle qui est écoutée, entendue et partagée, celle qui se dit, et surtout celle qui ne se dit pas, qu'il faut privilégier pour favoriser le meilleur soin possible, qui ne peut se réduire, on l'a vu avec votre situation, qui ne peut se réduire parfois à la stricte observance de la loi, et en médecine, la loi, ceux qui nous parlent sont le malade ainsi que ses proches, et son corps parle aussi. Il est vrai que les paroles évoluent, que les mots sont parfois confus, ambivalents, parfois revendicateurs, voire extrêmement agressifs. Toutefois, c'est malgré tout cette parole qu'il faut entendre du début de la maladie, et pas seulement en soins palliatifs, et jusqu'à la fin de la vie, bien sûr. Celui qui soigne, c'est le sujet soignant, un homme, une femme, une équipe, dans la rencontre avec le patient et souvent avec ses proches. Et cette rencontre, elle repose sur des relations, ce que vous avez vécu pendant les 5 premières années, si j'ai bien entendu ce que vous disiez, où vous avez senti beaucoup d'échanges, de partage, jusqu'à ce que on vous autorise autre chose. Toute la question aujourd'hui pour les soignants, elle est au fond. Comment garder ou reprendre une forme de liberté de penser, de soigner et d'être avec l'autre? C'est accepter aussi de ne pas toujours tout comprendre tout de suite, tout du malade. C'est accepter de ne pas savoir tout de suite ce qui sera bon pour lui. C'est faire confiance aussi à son écoute et pourquoi pas aussi à sa créativité. Accepter de se laisser surprendre et ainsi redonner peut-être, je l'espère, à nouveau confiance dans notre capacité à soigner au mieux. Mais, et là je vais insister, et j'en ai pour 2-3 minutes encore, on ne peut pas soigner tout seul. Il faut que la parole du malade circule. Et il faut être à plusieurs pour comprendre cette parole si complexe et si parfois désespérée du malade, accompagné de ses proches. Alors, dans le cadre d'un espace libre, où le meilleur soin va se réfléchir, s'inventer, se chercher parfois, dans ce cadre restauré, on peut exprimer ses ressentis. On peut exprimer ses peurs, on peut exprimer ses interdits philosophiques, on peut exprimer ses blocages. L'existence et la fréquentation des groupes de parole à l'intérieur d'une équipe et dans les institutions médicales sont vraiment, vraiment un moyen pour vous y aider.
Et lorsque vous ne comprenez pas une décision médicale, osez provoquer une réunion, osez vous rassembler pour en parler. En effet, la pratique de la médecine, la fréquentation chaque jour des corps souffrants et des paroles exprimant le désespoir des malades est vraiment très difficile à supporter. Et il est indispensable de partager tout cela. Sinon, je ne sais pas si on va tenir, quelle que soit la loi à venir, parce que pour de toute façon accompagner un malade, il faut vraiment des soignants hors du commun. Écouter, entendre, consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, du temps que vous n'avez pas toujours d'ailleurs. Mais prendre ce temps pour parler et pour échanger, c'est vraiment un temps de partage qui permet de distinguer tous les points de vue, des oppositions aussi. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais ces discussions, elles sont toujours fécondes. Et il ne faudrait pas que la loi nous oblige à ne pas nous interroger, à ne pas penser et à se dire est-ce qu'on est dans les clous de la loi ou pas dans la loi. Les recommandations nous permettent de réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, c'est formidable parce que vraiment, on ne cesse de réfléchir avec cette peut-être avancée de la loi. Mais elle ne fait que, pour moi, proposer des points de repère. Parce que malgré toutes nos bonnes intentions, ce temps de confrontation à la souffrance, à la mort, et ça vous l'avez dit, ne peut pas faire l'économie de nos doutes, de nos questionnements toujours inévitables entre le malade, les soignants, les proches et la loi. Et pour finir, je voudrais juste citer une phrase du professeur Sicard qui m'a beaucoup touchée. « Je suis dans la tourmente, ballottée en permanence. Quand je me cramponne à une conviction, elle ploie comme un roseau. » Cette phrase n'est-elle pas l'expression de l'ambivalence de l'être humain face à l'indicible? Cette phrase n'explique-t-elle pas qu'aucune loi ne saurait répondre à elle seule à l'indicible? Je vous remercie.